Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez débuté à la Comédie Française avant de devenir une sociétaire de toutes les formes de spectacle. Vous avez ainsi tissé une toile et montré une palette de talents qui vous permet aujourd'hui d'être encore présente dans le cœur du public, mais surtout aussi dans celui des producteurs et des metteurs en scène. Bonjour Nicole Calfan. Bonjour cher Jacques. Alors je vous retrouve aujourd'hui parce que il y a dans quelques jours une série à la télé, une mini-série qui débute à la télévision. Tout cela, je te le donnerai, qui est une série policière qu'on va évoquer tout à l'heure. Mais le principe des clés d'une vie, vous le savez, c'est d'évoquer votre parcours. Vous êtes déjà venu. Et j'ai trouvé d'autres choses sur votre parcours assez méconnues, parce que vous avez une tellement longue carrière qui a plein de choses à raconter. Et la première date que j'ai trouvée, alors je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, c'est votre première vraie télévision, le 16 mai 69, au Festival de Cannes. Et on vous voit pendant quelques secondes parmi les starlets. Vous vous en souvenez? Oui, j'ai une robe en dentelle blanche, je suis Exactement. au bord d'une piscine, c'est ça? C'est ça. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est ma première interview avec François Chalet, quand même. Exactement. Vous voyez, vous m'avez pas piégé. Non. Et vous êtes tous sourires, c'est passé aux 20h en plus de TF1. Et ce Festival 69, il y avait quand même Z qui a été représenté, qui a eu le prix, le grand prix du jury. Et Costa Gavras et Jean-Louis Trintignant, le prix d'interprétation masculine. Oui, et c'est magnifique parce que moi je venais pour un film qui était hors compétition, qui était mon premier film, qui était Le Grand Amour de Pierre Tex. Voilà, et vous avez découvert ce festival et cette folie, car c'était la fête à l'époque. C'était la fête et ça m'a déjà fait peur à l'époque. Ah bon? J'étais déjà comme je suis maintenant, donc un peu réservée. C'était un peu presque inquiétant pour moi qui ne connaissait rien, quoi. Voilà. En même temps, il y avait les reportages, et François Chalet le montre avec ses photographes qui font poser les jeunes comédiennes dans une piscine ou au bord de la mer. Mais je n'étais pas trop court vêtue, hein. Non. J'avais une robe d'ingénue en dentelle, je me souviens, mais j'étais très comme il faut. Voilà. Je crois que le festival a beaucoup changé depuis et que c'est beaucoup moins la fête. Oui. Alors justement, ce film avec Pierre Tex, Le Grand Amour, c'est avec Pierre Tex et Annie Fratellini. Et Pierre Tex a déjà fait ses preuves avec Yo-Yo et le Soupirant. Et vous êtes retrouvés dans ce film. Oui, j'ai passé des essais grâce à Zazie Gélin, que vous avez dû connaître. Bien sûr, Xavier Gélin. Voilà, et qui était tout le temps au conservatoire pour voir ses copains. Et il m'a dit, Tex cherche une ingénue, une jeune fille. Et Tex m'a rencontré, j'ai fait les essais, il m'a fait limer un peu mes dents de devant, en trouvant qu'elles étaient un tout petit peu longues. J'étais brune, je suis devenue blonde, et c'est mon premier film avec Annie Fratellini, qu'il a épousé à la fin du tournage. Oui. Et on a tout tourné en Touraine, et cette année-là est une année magique parce que c'était l'été de 68, et la même année, je rentrais en septembre à la Comédie Française. C'est magnifique. Alors il se trouve que Pierre Tex, c'est un grand metteur en scène dont les films ont été oublié pendant 30 ans parce qu'il a eu des problèmes de production, mais on oublie aussi qu'il a débuté comme dessinateur et gagman, et il a préparé le film Mon Oncle comme assistant réalisateur et réalisé l'affiche du film. Oui, il était l'assistant de Jacques Tati, et je dois vous dire qu'on est restés amis et proches jusqu'à la fin de sa vie. On s'est jamais quittés. C'est peut-être hors sujet, mais ça fait rien. Je dis ce que je pense. Il voulait rencontrer Michel Faux, par exemple. C'est vrai qu'il y a des rapports entre la créativité d'un Michel Faux et celle de Pierre Tex. Et je les ai mis en contact, ce dont je suis très fière. Et on a fait un spectacle avec Michel Faux et on a joué devant Pierre Tex. Qui était très heureux, qui a fait aussi des livres de dessin extraordinaires. Je les ai tous à la maison. Et curieusement, alors que ces films n'étaient plus vus, ils sont aujourd'hui cultes en DVD. Oui, mais il y a eu une grande bataille au ministère de la Culture, tout ça. On a tous essayé d'aider, et maintenant, les films, on peut les voir. Alors vous, Nicole Calfan, votre métier de comédienne, je crois que le déclic s'est produit au TNP quand vous avez vu un spectacle. Vous êtes drôlement bien renseigné. J'ai pris la place de mon frère qui avait un abonnement au TNP, qui pouvait pas venir ce jour-là. Et j'étais au premier rang, et j'ai vu sur scène, je sais plus la pièce que c'était. C'est un classique. Un classique. Et il y avait Paul Noël, une certaine Françoise Seigné. Et je me suis dit, mais c'est là que je veux être. Vraiment, j'étais séparée de la scène par 50 centimètres. Et quelques années après, je jouais avec cette même Paul Noël, cette même Françoise Seigné à la Comédie Française. Ce qui est fabuleux. Alors, il se trouve que votre père était avocat fiscaliste. C'est pas le même univers, mais il a accepté finalement que vous tentiez votre chance, Nicole. Il a accepté parce qu'il m'a dit le bac d'abord. Oui. Voilà.
Donc j'ai passé c'était deux parties à ce moment-là du bac, et après j'ai pu rentrer au cours Raymond Girard et prendre des cours. Oui, vous avez eu plusieurs professeurs, il y a eu Raymond Girard, Fernand Ledoux et Robert Manuel. Alors Fernand Ledoux et Robert Manuel, ça c'était au conservatoire, voilà. Une fois que j'étais entrée chez eux, et Fernand Ledoux nous apprenait rien et en même temps nous apprenait tout. C'est-à-dire qu'il parlait très peu, il nous écoutait, et ce que j'adorais, c'est quand il arrivait dans la classe, on lui disait bonjour maître et il nous répondait bonjour kilomètre. Voilà. Et ça, je trouvais ça délicieux. Et Robert Manuel était assez pittoresque aussi. Oui, très pittoresque. Il m'appelait Calfan la brise, fond de cale, et c'était très joyeux les cours avec Robert Manuel. Et il doit sa notoriété vraiment à un jeu, l'homme du XXe siècle, où il a été candidat. C'était un jeu de Pierre Sabag en 62. Il a gagné. Il a émerveillé la France entière par sa culture. Et c'était le premier jeu avec ordinateur où on pouvait répondre à des questions en appuyant sur un bouton. Ah. Et l'ordinateur s'appelait Sidonie. Ah d'accord, j'apprends quelque chose. Alors, le conservatoire, effectivement, est dirigé par Pierre-Aimé Touchard à cette époque-là. Et il y a une remise en question de l'enseignement en mai 68. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il y a... Moi, j'ai même pas eu de remise en question, j'ai plus de conservatoire du tout, voilà. En 68. Donc, il y avait des manifestations, et des gens qui hurlaient complètement à faune, qui arrivaient dans la salle en disant, je sais plus quoi. Enfin, du scolangon, oui. Oui, voilà, machin, mouvement machin, nana. Donc, tout était arrêté, il y avait plus de cours. Mais moi, j'avais qu'une obsession, c'était de faire du théâtre. Je m'en foutais complètement de mes 68. Donc, j'ai été un peu briseuse de grève, puisque quand j'ai appris qu'il y avait une audition qui allait se passer sur la scène du Français, je me suis débrouillée pour m'y présenter. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'un des slogans de mai 68 n'est pas des étudiants, mais de Jean-Yann. Il est interdit d'interdire. Tout à fait. Et on ne le dit pas assez, il faut le répéter. Absolument. Donc vous vous retrouvez à la Comédie Française et vous allez jouer Ruy Blas, et la Comédie Française vous ouvre votre premier passage à la radio. Les Trois Marguerites de Monsieur Yves Gandon, président du Pen Club français. Mesdemoiselles, Geneviève Casil, Marguerite, Nicole Calfan, Lotte. Votre première radio, c'est les Trois Marguerites sur France Culture. C'est extraordinaire. Vous en souvenez ou non? Mais pas du tout. Parce que vous faisiez à l'époque des émissions de radio, il y en a eu plein, avec la Comédie Française. Mais c'est vrai, on faisait de la radio le matin, on répétait l'après-midi et on jouait le soir. Et il y avait un certain monsieur Régnier. Oui. Ça vous dit quelque chose? Vaguement, oui. Vaguement. Qui nous réunissait, peut-être même qu'il écrivait certaines pièces, on faisait beaucoup de radio, et d'ailleurs ça m'a donné le goût d'écrire pour la radio, et à mon tour après, j'ai écrit des pièces pour la radio. C'était divin, j'engageais tous mes copains. Enfin, mais c'était des pièces, en plus, dans des circonstances très particulières, c'était des studios anciens, il y avait des bruiteurs, c'était pas la radio d'aujourd'hui. Non, il y avait des bruiteurs, c'était charmant, moi j'adorais ça. Alors, Geneviève Casil, qui joue avec vous dans cette première radio, une comédienne qui est entrée dans la Comédie Française aussi 6 ans avant vous, et qui a mené une carrière très particulière. D'abord, Geneviève Casil est restée une grande amie, et c'est ma Roxane. C'est la plus belle Roxane de Cyrano que j'ai connue. Elle jouait en alternance avec Myriam de Colombie, mais Geneviève, c'était une Roxane sublime, et elle continue sa carrière, elle fait des choses où on l'attend pas, moderne, elle a fait une reconversion magnifique après le classicisme du français. Une anecdote avec Geneviève Casil qui joue avec Michel Aumont un sujet de roman de Sacha Guitry au Palais Royal, et un soir arrive Eddie Barclay dans la salle. La place n'avait pas été retenue, et il assiste au spectacle, il s'endort dès le début, et à la fin il dit « Est-ce que vous pouvez me dire où est la loge de Jean-Claude Brialy ?» Il y avait 2 pièces de Guitry, il s'était trompé de théâtre. C'est extraordinaire. C'est fabuleux. Et moi j'ai une anecdote aussi très jolie, elle jouait une pièce avec Guy Tréjean, et en pleine réplique à voix basse, elle s'est penchée vers lui, il avait un pull en cachemire, elle lui a dit « c'est du 4 fils ». Alors il se trouve que vous êtes la jeune ingénue de la Comédie Française, et vous allez jouer Molière, L'Avare, le Tartuffe. Vous devenez vraiment une comédienne que l'on appelle pour ces rôles. Je jouais, Jacques, 7 pièces différentes par semaine. C'était hallucinant. Donc, je passais de Marivaux à Musset, Molière, Giraudoux, etc. Et oui, j'ai beaucoup travaillé. Et vous aviez des metteurs en scène prestigieux, Jean Le Poulain et Jacques Charon, entre autres. Oui, et puis plein d'autres, Jean-Pierre Miquel, et puis Roussillon dans l'Avare, etc., etc. Et Jean Le Poulain, c'était quelqu'un à la fois de très drôle et de très dur. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je dois attirer la sympathie. J'ai toujours été chouchoutée par tous ces gens-là, aimée, protégée.
protégé. Voilà. Et Jean Le Poulain, je ne sais pas si vous le savez, il a débuté en famille. Son premier spectacle, c'est le rôle de Joséphine Baker quand il avait 11 ans. C'était en famille. Il avait un régime de bananes autour des reins. Malheureusement, avant d'entrer en scène, ses partenaires ont dévoré la majeure partie des bananes. Il devait en être ravi. Voilà. Oui. Alors, vous êtes engagé pour 6 ans au Français et puis vous allez partir. Alors, je suis pas engagée pour 6 ans. Je suis restée 6 ans. Pourquoi je pars? Parce qu'à l'époque, j'allais être nommée sociétaire. Et là, il fallait signer pour 20 ans. Vous connaissez un peu mon caractère, Oui. Jacques. La routine me fait peur. Donc, je suis partie. Jean-Luc Moreau aussi a eu a éprouvé la même chose que moi. On a eu peur, on est parti. Parce que s'engager pour 20 ans, ça nous semblait compliqué. C'est plus du tout le cas maintenant. Hein. Et vous regrettez un peu d'être parti aussi vite? Oh oui, j'étais heureuse là-bas. Vous auriez pu faire une très longue carrière à la Comédie Française. Oui, on aurait pu parler d'une pièce que je vais jouer ce soir, par exemple. Exact. Bah non, vous avez fait beaucoup d'autres choses et on va les évoquer à travers une autre date, le 7 septembre 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicole Calfan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicole Calfan. Tout cela, je te donnerai, c'est une mini-série qu'on va découvrir à la télévision dans quelques jours sur France 2. Ça, on va en parler. Mais maintenant, on va donner d'autres dates. Et la date du 7 septembre 1974 est importante parce que vous êtes ce soir-là au 41e gala de l'Union des artistes de cirque qui passe à la télévision. Et vous faites un numéro de lévitation avec Georges Lécrière. Ah, c'est beau de rappeler ça. C'était un très très joli numéro. On venait de tourner ça, Messali, avec des crières. Donc il y avait une espèce de popularité toute fraîche qui était là. Et j'ai beaucoup travaillé pour ce numéro de lévitation qui était magnifique, que j'ai revu il y a pas longtemps. Oui, bravo. En fait, vous êtes il faut savoir qu'à l'époque, le gala de l'Union, c'est très important. Prestigieux. C'est Max Derly qui l'a créé pour aider les comédiens en difficulté en 1923. Et tout le monde du spectacle se réunit pour faire des numéros. Et dans la salle, parce que j'ai revu une émission là-dessus, il y avait Claudia Cardinal, Brialy, quelquefois, je me demande même s'il n'y avait pas la Calas, enfin c'était très très prestigieux. Et là, je vois les gens médusés quand vous restez, mais vraiment debout, en lévitation. On a beaucoup répété. Hein. Ça a été une grosse répétition. Oui. Mais on vous reconnaît à peine parce qu'il est en smoking rose et vous êtes toute maquillée. Oui, c'est Pierre Etex, dont je subissais une grande influence à l'époque, qui m'avait maquillée en clown. C'est beau quand même. Donc j'étais toute blanche avec des strass. Et ce numéro, finalement, c'est l'ancêtre des mentalistes d'aujourd'hui. On peut dire ça. Ouais. D'ailleurs, Dominique Webb l'a beaucoup fait à l'Olympia, mais lui, c'était beaucoup plus truqué que vous. Ah oui. Moi, c'était truqué, hein, vous imaginez bien. C'était... Alors, justement, Pierre Etex préside cette soirée-là. Parce que il y a Jean-Claude Brialy qui est maître de cérémonie. Et lui, il est clown, je crois. Oui. C'est ça. Et je suis contente que vous aimiez Pierre autant que moi. C'est quelqu'un qui a tellement compté pour moi. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a quand même dessiné un Molière. Il m'a sculpté un Molière de ses propres mains, qui est grand comme ça. Et puis, il se trouve dans cette même soirée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a Isabelle Adjani débutante avec Louis Seigné, avec un numéro d'illusion. Magnifique. Qui était La femme coupée en deux. Oui. Sylvie Vartan et Michel Sardou, La malle des Indes. Oui. Et Michel Serrault dans un numéro comique, À cheval. Et c'est pas là où Belmondo était sur un réverbère qui Exactement. criait. Et voilà. Et il y avait Josine Becker aussi qui avait un numéro de dressage avec des poneys. Et c'est un an avant sa mort. Elle était en pleine forme. Et Deneuve, c'est pas là où elle se mettait sous la patte C'est une autre année. Une autre année. De l'éléphant. Justement, ce feuilleton avec Georges Lécrière, Sam et Sally, le générique, bien sûr, est resté dans les mémoires. Alors là aussi, ça a été un succès. Et vous avez fait la seconde saison de Sam et Sally. La première avait été tournée avec Corinne Le Poulain. Qui attendait un bébé, donc je l'ai remplacé. J'ai fait la deuxième saison. Et c'est vrai que vous êtes arrivé dans cette histoire. C'était un couple de milliardaires détectives privés. Oui, c'était un peu Bonnie and Clyde en Pacifique. Enfin, c'était deux escrocs mondains, très beaux, qui se promenaient dans leur Excalibur blanche extraordinaire. Et c'était délicieux ce tournage parce qu'on a tourné dans le monde entier pendant 6 mois. Et j'ai eu la joie de rencontrer Joël Santoni, qui m'a énormément apporté sur le plan de la comédie. Il m'a appris vraiment le sens de la comédie.
Oui, et Jean-Noël Sansoni a triomphé ensuite en inventant une famille formidable. Où je n'ai jamais pu entrer. Jamais. Jamais. On peut pas être partout. Non. Alors, il se trouve que Sam et Sally, au départ, c'était une série de M.G. Brown dans une collection du Fleuve Noir. Et les personnages sont inspirés par Nick et Nora, qui sont de Daniel Hachmet, qui est considéré comme le père du roman policier dans le monde. D'accord. Et c'est Georges Simenon qui est considéré comme un maître. Très bien. Et c'est vrai que Sam et Sally, ça vous a donné une popularité très forte. Très grande popularité, puisque une série, voilà, on a chacun, je pense à Véronique Jeannot avec Pause Café, je pense à moi avec Sam et Sally et d'autres, ça marque les gens, ça rend populaire. C'est sympa d'être populaire aussi. Et Descrières avait déjà fait Arsène Lupin Oui. et la Comédie Française. Et j'avais tourné 2 Arsène Lupin Oui. avec Descrières, et on jouait tout le temps ensemble à la Comédie Française. Bravo. Mais je sais pas ce que je fais là, vous n'avez pas besoin de moi en fait. Et Georges Descrières avait une idole à la Comédie Française qu'il citait sans arrêt, un vieux comédien totalement oublié, Paul Mounet. Ah, Personne ne se souvient plus de lui, et il connaissait par cœur Paul Mounet. incroyable. Alors, Sam et Sally, ça vous permet, Nicole Calfan, de ne plus être considérée comme une ingénue. C'est autre chose. Oui, alors ça me permet quoi? Ça me permet d'évoluer, d'être drôle, de n'être plus être classique, d'être intrépide et moderne. Voilà. Et en même temps, vous changez tellement de genre qu'on a presque oublié une chose étonnante, c'est la présentation de Dim Dam Dom en 70 que vous assurez un soir. Ça aussi, c'est assez étonnant. Oui. C'était de bon ton de faire Dim Dam Dom. Quand on faisait Dim Dam Dom, on se sentait très branché. Hein. Ouais. Oui. Alors, il y a eu bien sûr Sam et Sally, mais il y a un film aussi qui a beaucoup fait pour votre carrière. Tourner avec Delon et Belmondo, quel privilège dans Borsalino. Ouais, quel rêve. C'est fou, hein? Oui. À la limite, c'était une chose inconcevable au départ. C'était incroyable, d'autant plus que l'agent de l'époque, moi j'ai fait tous les agents de Paris, donc je sais pas lequel c'était, m'a dit demain essai Marseille 1830. Alors moi je m'étais fait friser les cheveux par le coiffeur de la Comédie Française, et quand je suis arrivée pour les essais, on aurait dit une fille vous voyez, toute bouclée, toute voilà. Et De Ray m'a dit mais vous êtes venu en fiacre? Et moi je lui ai dit non, en Austin. Et je crois que j'ai eu le rôle comme ça. Alors, il faut savoir que vous jouiez en même temps la Comédie Française et que vous avez pu cumuler les deux, ce qui n'était pas évident parce que Delon a donné sa parole d'homme que vous seriez le soir à l'heure au théâtre. Oui, je l'ai appelé, j'ai dit Adèle Productions, je voudrais parler à Monsieur Delon. Oui, c'est moi. J'ai dit voilà Monsieur Delon, je suis Nicole Calfan. Vous m'avez dit que je pourrais faire le film, mais moi je vais pas pouvoir parce que je suis distribuée tous les soirs dans la Var et alors. Je lui dis mais comment je vais faire? Vous avez ma parole d'homme, vous ne serez jamais en retard. Pendant 3 semaines, j'ai fait des allers-retours entre Marseille et Paris. Je n'ai jamais été en retard. Je courais dans les couloirs et j'arrivais et ma phrase c'était « Ah, que je suis Frosine dans un étrange état ». J'étais en nage, ma costumière me tendait le corset. Ce sont mes parents qui allaient me chercher à l'aéroport et j'ai fait ça 3 semaines. Et le lendemain matin, je repartais pour Marseille et Cassis et je rentrais le soir. Alors, vous avez vécu la fausse rivalité de Delon-Belmondo parce que on voit même des photos des années 60 où ils sont très amis ensemble. Là aussi, c'était pour la presse. Oui, enfin, il y a eu des différents au point de vue contractuel. Bon, mais ça, on s'en fiche. Mais j'avais mes 2 magnifiques partenaires devant moi. On disait des poèmes avec Belmondo. Il avait eu le même prof que moi, Raymond Girard, pour se présenter au conservatoire. Il était fasciné par le fait que je sois au français, donc on se disait des répliques toute la journée classiques. Et puis il y avait Delon, le taciturne, qui me protégeait, qui était tellement beau. C'est un rêve. Et d'ailleurs, ils sont tellement liés que je me souviens que sur la loge de Delon à Marigny, il avait mis une photo avec Belmondo à l'entrée. C'était. Oui. Alors finalement, c'est une époque privilégiée, mais vous faites partie de celles qui ont la nostalgie de cette époque, Nicole Calfan. Oui, je suis pas la seule. Regardez, Jacques Deray a écrit un bouquin là-dessus, cette époque, cette belle époque qu'on n'aura plus, etc. Mais oui, parce que tout a évolué, tout a changé. Borsalino, vous en parlez très bien, c'est quelque chose de mythique. Enfin, on écoute deux phrases de musique, on est complètement sous le charme et bien sûr la nostalgie, bien sûr de Ray, de Verneuil, de Etex.
je suis de ces années-là quand même. Voilà. Alors Borsalino, il faut savoir qu'au départ, c'est Giuseppe Borsalino qui a inventé ces chapeaux, et après la mort du fondateur, ces deux cousins se sont disputés la marque, et il y avait deux boutiques rivales qui vendaient chacun des Borsalino à l'époque, dans les années 30. Alors, puis il y a quelqu'un, effectivement, on en a parlé deux mots, mais on en a tous la nostalgie, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ferait un malheur en nous faisant rire, c'est Jean-Yann, car il vous a appris aussi à rire. Oui, il m'a appris à rire, et puis je peux dire qu'il m'a fait aussi. Je pense que j'étais très très jeune quand je l'ai rencontré, j'avais 21 ans ou 22 ans. Je pense c'est pas du tout prétentieux. Il savait peut-être ce que j'allais devenir. Je parle pas de la carrière, je m'en fiche. De la femme que j'allais devenir. Peut-être qu'il avait déjà senti un goût de la liberté, le goût du décalage que vous évoquiez tout à l'heure, de jamais être là où on vous attend, comme s'il avait misé sur ma personne. Sentimentalement, je veux dire. Moi, je me demande aujourd'hui ce qu'on penserait sur les réseaux sociaux de tout ce qu'il sortait à l'époque, à la radio, à la télévision. Je me souviens qu'il avait réussi à montrer à la télévision comment on pouvait ouvrir un sabot de dents verts qu'on mettait sur les voitures. Il avait fini au poste et ça l'amusait beaucoup. Je les ouvrais avec lui, les sabots de dents verts. Je les ouvrais avec lui. Il me disait, regarde ma puce, j'ai la clé. C'était extraordinaire. Et on allait au commissariat de nous-mêmes. Voilà. Et ça faisait rire tout le monde, ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui. Non. Autre date importante dans votre vie, un autre métier que vous avez exercé le 1er janvier 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicole Calfan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicole Calfan. On évoque votre parcours à l'heure de la sortie de ce nouveau téléfilm qu'on va évoquer dans quelques instants. Alors, on a parlé de vos débuts de la comédie française. Et puis, le 1er janvier 1983, c'est un spécial Champs-Élysées et vous commencez l'année en chantant. Il y a des jours à passer sans toi. Il y a l'amour à vivre sans toi. Alors, ça s'appelle Impatience. Et je crois que vous l'avez chanté une seule fois dans l'émission de Champs-Élysées. J'ai vendu 3 disques. Hein. Quand même. Oui. Mes parents en ont acheté un chacun et mon frère en a acheté. Ça fait 3. Ouais. J'ai vendu 3 disques. Mais il est très couru ce disque et j'ai plein de copains qui le trouvent aux puces et qui l'achètent et tout ça. Ah, mais il est en vente sur Internet à des sommes considérables, hein, quelquefois. Alors, comment c'est né le fait que vous soyez chanteuse ? Mais toutes les actrices ont envie de chanter, tous les acteurs ont envie de jouer la comédie, on le sait. Donc voilà, à un moment donné, c'est très tentant d'apprendre à faire un playback, de se mettre une belle robe, de se faire maquiller comme une chanteuse, de prendre un micro au lieu de sa brosse à cheveux dans la salle de bain, et puis on y va. Et puis comme j'étais un peu connue, j'ai tout fait, toutes les émissions possibles et imaginables. Mais c'était un souvenir charmant. Voilà. Et en même temps, vous aviez déjà chanté dans un numéro 1 des Carpentiers avec Gilbert Bécaud, Le Bain de minuit. Ah oui, j'ai adoré ce moment. C'était pas évident, accompagné par Bécaud quand on n'a jamais chanté. Et d'ailleurs, il avait très mal pris le fait que je choisisse Le Bain de minuit en me disant enfin, vous êtes folle, c'est difficile, etc. Et puis je l'ai convaincu et c'était une très jolie séquence. Oui, absolument. Et Bécaud, les premiers qui l'ait accompagné avant vous, c'était les ballets de Monte-Carlo à 12 ans, où sa sœur faisait partie, et il venait aider à Monaco le ballet à répéter. Ah, il était tout jeune, et il aurait dû être chef d'orchestre à l'époque. Incroyable. Alors, finalement, la chanson, c'est une activité parmi d'autres, car vous avez touché à tout. Bon, le théâtre, il y a eu les classiques, mais il y a eu aussi Joyeuse Pâques avec Jean Poiret, ça n'a rien à voir. Ah, ça a été le démarrage du boulevard. Oui. Ça a été le démarrage de mon théâtre à moi, si vous voulez. Donc ça a été un tel succès, Joyeuse Pâques, j'ai joué 3 ans avec Paco et Poiret. Et après, c'est Jean-Michel Rouzière qui m'a fait un petit signe quand j'ai quitté le français, qui a eu l'idée de me faire des essais, pas des essais, enfin comme on dit, passer une audition avec Jean Poiret et après, c'est parti sur le boulevard, comme on dit. Oui, mais Jean Poiret aussi, c'était quelqu'un d'extraordinaire. D'abord, il mourait de trac en scène, en permanence. Non seulement il mourait de trac, mais il vous filait son trac. Donc, on était tous morts de trac et c'était difficile. Moi, il m'a appris beaucoup. Je parle de gens qui m'ont appris, mais moi, j'apprends de tout le monde. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que je me répète, c'est que ça a été ma vie. Mais en revanche, ça a été une vraie souffrance. Et beaucoup de comédiennes qui ont joué avec lui l'ont dit. C'était un perfectionniste. Et son habilleuse, ça va vous plaire. La vieille Maxime qui avait une blouse. À l'époque, les habilleuses avaient des blouses. Elle faisait le chemin en coulisses qu'il faisait sur scène. Il fallait qu'elle soit derrière lui en coulisses
jardin, cour, jardin, ça le rassurait. Vous voyez un peu le trac, la peur, l'anxiété et le désir de perfection. Oui, mais en même temps, on l'imaginait pas. Quand on voit à la cage aux folles aux Joyeuses Pâques, on voit quelqu'un de très drôle. Oui, mais il faut pas oublier que les grands comiques meurent du cœur, souvent, font des infarctus, tirent sur la corde de leurs émotions et ont tellement peur. Et c'est vrai. Jacqueline Maillan, le même combat. Et Jacqueline Maillan, en plus, avait de mauvaises analyses, arrivait en coulisses, et disait, mes analyses sont catastrophiques, mais elle ne se soignait pas, elle en avait rien à faire. Alors, Jean Poiret, c'était en plus un spectacle difficile, parce qu'il y avait eu la cage aux folles avant, et c'était la pièce après la cage aux folles. Et il avait écrit pour Caroline Cellier, pour son épouse. Oui. Et Caroline n'a pas voulu le jouer, elle n'avait pas envie de jouer avec lui. Et ça a été un triomphe, ce Joyeuse Pâques. Et vraiment, Jacques, encore aujourd'hui, on m'en parle. Il y a plein de metteurs en scène qui ont repris cette pièce, qui m'en parlent. Moi, j'ai qu'un regret, c'est que j'aurais aimé jouer le rôle de Pacôme. Malheureusement, ça s'est pas fait. C'est un manque d'imagination, hein, je vous le dis. Parce que ça aurait été vraiment bien qu'on me passe le relais, que je joue la femme. Et Maria Pacôme était une femme délirante aussi. Délirante. Au quotidien. Pas commode non plus, hein. Oui. Pas commode non plus. Bon, voilà. Mais des génies. Oui, mais Pacôme était capable du meilleur comme du pire et d'improviser. Ça vous est arrivé quelquefois? Moi, non, avec Poiret, on pouvait pas improviser. Donc, elle improvisait pas. Mais elle pouvait être dure. Un cœur tendre aussi, elle l'a prouvé. Mais ce sont deux monstres, Jacques. Quand arrivait l'entracte et que l'huissier arrivait avec les notes, c'est-à-dire les recettes, c'était incroyable de les voir. C'était... Moi, je gagnais rien. Je gagnais 50 francs par soir. Je perdais 500 grammes. Tellement j'avais peur et je m'agitais dans tous les sens. Ces deux monstres sacrés qui se réjouissaient de leur réussite. Et ô combien ils avaient raison. Mais c'est encore un autre monde, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle a eu d'autres succès. Il faut savoir qu'elle a débuté aussi dans Oscar avec Louis de Funès. Et qu'un jour, elle est invitée à le jouer à l'Élysée pour le président Pompidou et les ministres. Et il y avait Giscard, ministre des Finances, qui avait vu la pièce deux fois. Et puis il y a un secrétaire avec une clé, et elle a une robe à franges, et pendant la pièce, les franges tombent, et elle se retrouve avec la robe au-dessus du genou. Et à la fin du spectacle, Valéry Giscard d'Estaing est venu la voir et a dit « Vous le faites ça tous les soirs ?» On voit l'intérêt des hommes politiques. C'est drôle. Alors, il y a une autre pièce que vous avez jouée et qui a été créée par Jean Poiret, c'est Le Vison Voyageur. Incroyable. Incroyable. Alors, c'est la dernière pièce que j'ai jouée, hein, parce que je l'ai jouée cet été pendant 3 mois avec Michel Faux et Sébastien Castro. Un triomphe, une horlogerie. C'était surréaliste, cette pièce. Beaucoup de travail, on l'a montée très vite et c'était vraiment magnifique. Une pièce pour 3 mois, c'est rare aujourd'hui. Oui, il y avait une captation, il faut être honnête aussi. Et on la reprendra peut-être pas parce que personne sera libre en même temps. Et puis il y a eu Jean Poiret et Françoise Dorin, c'est sa première épouse. Et vous avez joué une pièce de Françoise Dorin, Les Cahiers Tango, au Théâtre Antoine, mise en scène par Voudzinas. Là encore, c'est un autre univers. Grande rencontre, Voudzinas, j'avais tellement peur de lui, j'étais terrorisée. Moi, j'étais pas du tout du genre de femme à aller prendre des cours l'après-midi avec des professionnels. Pour moi, c'était le héros de Séric, de Samy Frey, de Claude Brasseur. Et on est devenus tellement proches. Mais tellement amis. Et il m'a appris une chose magnifique aussi. Il me disait, ne partez jamais, ne jouez jamais avec des acteurs avec lesquels vous ne pourriez pas partir en vacances. C'est tout simple, voilà. C'est tout simple, il faut le savoir. Et Françoise Dorin aussi, vous savez qu'elle a commencé par hasard, c'est-à-dire qu'on téléphone chez Jean Poiret, elle vivait avec lui, je cherche une pièce, est-ce que Jean Poiret en a une? Elle fait non, mais je connais une amie qui en a une, elle envoie le manuscrit sous un pseudo, et c'est devenu sa première pièce. Mais Françoise, j'étais très proche de Pia et de Dorin, et Jean-Pia, oui. De Jean-Pierre de Dorin, pardon, de Françoise Dorin. Et j'étais justement hier soir au Théâtre Antoine et je repensais à ce bonheur que j'ai eu de jouer les Cahiers Tango dans ce théâtre. Alors, il se trouve qu'il y a un rôle que vous avez refusé en revanche, je crois, c'est le dernier tango à Paris. Oui, heureusement. Mon amie Maria Schneider, elle en est morte, hein, on le sait. Et je tournais le Casse avec Jean-Paul Belmondo et de mise en scène par Verneuil et le metteur en scène
Bertuccelli, oui. est venu nous voir, nous a apporté le scénario à Jean-Paul et à moi. On avait un chacun sur notre table à la cantine. Et Jean-Paul a dit, est-ce qu'il y a des scènes de sexe, des scènes érotiques? Et le metteur en scène a répondu, c'est un film sexuel. Il a repoussé les 2 scénars, il a dit, c'est ni pour la petite ni pour moi. Et on l'a pas fait. Et ce film a fait scandale. Alors, certains pays de l'Union européenne l'ont classé X. En France, il a été interdit aux moins de 18 ans. Et en Italie, Bertolucci a été interdit de salle. Et il a même été déchu de ses droits civiques pendant 5 ans, à cause de ce film. Oui, c'est très bien. Et j'ai entendu dire qu'il y avait un film qui allait être fait sur Maria Schneider. Oui. Et j'étais extrêmement amie avec Maria. Et vraiment, il faut le dire, ce film l'a tuée. Parce que elle a sombré Grande ensuite. actrice, Oui, très grande actrice. Elle a sombré ensuite dans la drogue, dans l'alcool, et elle s'en est jamais remise. Jamais. Elle a été vraiment une victime. Hélas. Alors, quelqu'un d'autre aussi qui a écrit pour vous, et c'est un genre différent dans l'humour, une autre époque, c'est Laurent Baffy. Oui, Laurent Baffy, il a écrit aussi encore une pièce, mais on n'a pas réussi à la monter pour le moment, qui s'appelle « Vous n'auriez pas une petite pièce », qui est extrêmement drôle. Et j'ai joué 2 pièces pour Baffy, Un point c'est tout au Palais Royal. Sur le permis de conduire. Le permis à point. Et la 2e pièce magnifique, Jacques Daniel avec Rousseau et Claude Brasseur. Là, c'est très différent aussi. Baffy, Poiret, la comédie française. Ah, mais je suis même passée des monologues du vagin à Baffy. Il m'a dit, tu vas pas m'emmener voir ça. J'ai dit, il faut que tu vois les monologues du vagin et après je viendrai jouer ta pièce. Et les monologues du vagin aussi, ça c'était très particulier. Magnifique expérience. J'ai joué les 3 rôles, la jeune, la vieille, les 3 partitions. Magnifique. Avec une troupe. Oui, c'est un succès mondial. Mondial. J'en reviens à Baffy parce qu'il a souvent l'image du type vulgaire qui raconte n'importe quoi dans les émissions d'Ardisson. C'est exactement le contraire. C'est le contraire, c'est un très grand cœur, c'est quelqu'un de pudique, d'extrêmement protecteur. Oui, c'est sa façon, c'est son truc, sa facture d'être comme ça. Mais c'est quelqu'un de vraiment très profond. Et puis, il y a quand même une série aussi qui vous a rendu très populaire. Vous avez fait le numéro 2 et le numéro 3 de La Vérité si je mens, après avoir refusé le premier film, Nicole Calfan. Oui, parce que le premier, il y avait rien. Il y avait pas de scène, j'avais pas compris. Et la 2e fois... alors, la première fois, c'est touchant, c'est que on est venu me chercher, rendez-vous près de chez moi. La 2e fois, comme vous avez eu le succès du premier, là, j'ai dû me déplacer, aller à la prod. Et c'est cette partie de ping-pong, le nôtre, le vôtre, je crois qu'on m'a engagé pour ça, quoi. Voilà. Et finalement, ça vous a donné aussi une nouvelle popularité. Une popularité incroyable. Un jour, j'ai été faire un texte, enfin je devais travailler un texte pour mes enfants au lycée sur Victor Hugo et j'avais travaillé toute la nuit. Il y a un petit garçon qui a levé la main qui a dit « Oh madame, qu'est-ce que vous y étiez bien dans La Vérité si je mens ?» Donc Victor Hugo Ruy Blas aurait été balayé. Voilà. Mais en même temps, dans ce film, il y a quand même des scènes improvisées. À un moment, Enrico Macias donne à José Garcia une gifle qui n'était pas prévue dans le script et le comédien a été très surpris, il a continué à tourner. Il y avait des moments d'improvisation. Oui, dans le 2, mais dans le 3, non. Dans le 3, il y a eu tellement d'argent que ça a changé la donne du film et qu'on était vraiment un peu raide. Les producteurs étaient là, Thomas Gilou était un petit peu inquiet et là, on marchait vraiment sur les clous, hein. Alors, ce qui est étonnant, et je sais pas si vous le mesurez, c'est la variété de votre parcours, Nicole Calfan. Merci, ça me fait plaisir. Non, mais c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes encore là, parce que vous avez touché à tous les genres. Vous le pensiez comme ça au début? Non, pas du tout. Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est Alex Lutz, le film Guy, oui. qui est un de mes films préférés, parce que tout était en impro. Et ça, je tenais un peu de Jean-Yann, je crois. Je m'étais déjà un petit peu collée à ça. Et ça a été une rencontre artistique avec Alex incroyable. Il m'appelle sa démente. Je voyais qu'il m'emmenait sur un truc, et comme je suis pas trop bête, je suivais, même j'anticipais, et il était ravi. Mais est-ce que vous mesurez la variété du parcours que vous avez fait? Est-ce que vous l'imaginiez au départ, Nicole Calfan? Je m'en rends toujours pas compte. Mais c'est vrai, vous me faites penser à Huis clos, par exemple. Celui qui est venu me chercher pour un contre-emploi, c'est quand même George Wilson. Oui. Pour jouer avec Daniel Gélin. Et il m'a dit, si vous le faites pas, je le monte pas. C'était tellement un contre-emploi pour moi, cette fille torturée, machin. Et là, je suis rentrée dans
dans l'émotion, dans la sensibilité, grâce à George Wilson. J'ai changé un peu. Vous n'avez pas arrêté de changer et vous changez encore avec le personnage qu'on va évoquer dans quelques instants à travers une autre date, le 7 février 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicole Calfan. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicole Calfan. On a parlé de votre longue carrière à la Comédie Française, au théâtre, au cinéma, avec ce parcours tellement atypique qui continue le 7 février 2024, premier épisode d'une mini-série sur France 2. Tout cela, je te le donnerai. Ce que je fais là, c'est une enquête parallèle. Hein, c'est complètement illégal. Moi, j'ai une petite retraite et je tiens à la garder. Voilà, Bruno Solo, qui est un gendarme à la retraite, qui va participer à une enquête qui se passe dans le monde viticole du côté d'Aix-en-Provence. Et là encore, c'est un rôle très différent pour vous, Nicole Calfan. Ah oui, ça c'est vraiment une composition parce que moi je suis quelqu'un d'assez doux et voilà, j'aime la lumière. Et là, j'ai un côté tellement sombre. Je joue une marquise méchante, homophobe, raciste, intéressée, atroce. Heureusement que je peux un peu la défendre à la fin, mais vraiment un personnage incroyable. Ça m'a beaucoup amusé de jouer ça. Alors, c'est une mini-série policière qui, au départ, se déroule donc dans le sud de la France, au domaine Fontarès à Aix-en-Provence. Alors que le décor du cinéma ou des théâtres ou de la télévision, c'est plutôt les vignobles de Bordeaux. Là, on a tourné à Lambesc. Donc, on était tous à Aix et on prenait la voiture tous les jours pour aller à Lambesc. Et je tiens à préciser que c'est tiré d'un best-seller Oui, espagnol. incroyable espagnol. Oui, et c'est un best-seller donc qui se déroulait en Galice, je crois. C'est ça. Donc près de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est ça. Et ça a été adapté pour la télévision. Oui. Et l'auteur est venue nous voir et elle était contente de voir ces personnages qui prenaient vie. Elle nous disait, enfin, il y avait un traducteur, elle parlait pas français, moi je parle pas espagnol. Vous êtes la marquise, vous êtes ci, vous êtes lui, vous êtes ça. Elle était très contente. Alors, ce Aix-en-Provence est une région particulière pour le vin aussi que vous avez découvert. Non, moi je bois pas une goutte d'alcool. Voilà. Non mais Oui. Voilà. Mais c'est une J'ai joué mon rôle. Exactement. Voilà. Alors il faut savoir qu'en Provence, pas loin de Lambesc, Brad Pitt a un château et il a un domaine vinicole. Et au départ, quand il l'a acheté, quelqu'un lui a assuré qu'il y avait un trésor dans le château. Il l'a cherché pendant 1 an avec un détecteur de métaux. Il n'a rien trouvé, d'autant plus que la personne qui lui avait indiqué vendait des détecteurs de métaux. Oh, c'est joli. Il s'est fait avoir. D'accord. Alors, vous êtes donc une femme noble et qui est là depuis des générations. Et la série se passe justement par des secrets de famille. Oui. C'est ça que j'aimais dans cette saga. Vous savez, ces sagas qu'on aimait, que tournait Jean Sagols, ces grandes sagas de l'été. Là, j'ai retrouvé la même ambiance. Très bon metteur en scène, je tiens à le citer, Nicolas Guichetot. Et une troupe, une famille, un film choral où chacun tient sa place, a des choses à faire importantes et surtout chaque personnage fait avancer l'histoire. Oui, et en même temps c'est très dur parce qu'il faut ne pas trop en faire pour votre personnage en particulier. Ah ben moi là je ne fais rien là. Ouais. Alors là je suis d'une sobriété totale. D'ailleurs mon ami Bruno Solo m'a dit mais c'est incroyable ce que tu fais là-dedans. C'est-à-dire, je suis vraiment méchante quoi. Alors tout débute par la mort d'un membre de la famille qui menait une double vie. Qui menait une double vie, mais surtout, c'est un de mes fils qui meurt. Oui. Et quand un très beau jeune homme, joué par David Comenos, vient lui dire « Je suis le mari de votre fils », je dis, enfin, on se marie pas dans ma famille, il n'y a pas de mari, il y a pas d'homosexuel dans la famille. Elle est atroce, quoi. Mais il avait une double vie et personne n'était au courant. Non. C'est une base de fiction assez nouvelle aujourd'hui. Oui, c'est très moderne cette série, très très moderne. Il s'inventait des déplacements en Belgique et puis il est victime d'un accident de voiture et il meurt brutalement et c'est le point de départ d'une enquête policière. C'est ça. Et c'est bien qu'on parle du mariage entre homosexuels qui est tellement mal toléré chez cette femme, qui est tellement bannie. Je trouve ça très très bien. Il y a un enjeu. Alors, l'enquête va être menée par Bruno Solo et par un romancier à succès qui s'appelle Embrick, qui va se retrouver au cœur d'un domaine dont il ignorait l'existence. Absolument. Et l'enquête, il est aidé par ce gendarme qui justement est homophobe. Qui au début est Oui. homophobe. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est bien. Alors, il y a 6 épisodes parce qu'il y a des rebondissements sans arrêt et on se perd jusqu'à ne pas savoir qui peut être l'auteur du crime. Oui, alors moi, j'ai quelques amis qui ont réussi à le voir un petit peu comme ça en avance.
surtout dans la presse, parce que sinon on n'a pas le droit, et qui était très accroché, qui était accro, qui voulait savoir absolument. Je sais que je suis en promo, mais si j'aimais pas, j'en parlerais pas. Mais vraiment, c'est très 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 mystérieux, bien foutu et haletant. Comment vous êtes arrivé dans cette aventure, Nicole Calfan? On m'a appelé. On vous a appelé? Oui. Directement? Oui. Ça vous étonne qu'on vous appelle pour des rôles à chaque fois très différents? Je sais pas, je me pose pas la question. Que... Je me dis, je peux le faire. Je lis quelques trucs et je dis, ouais, c'est dans mes cordes. Voilà. Je m'entends. Je me dis, je peux le faire. Mais justement, ces secrets de famille, j'en reviens aux sagas de l'été. Je crois que vous avez été une des pionnières des sagas de l'été avec les Grandes Marées. Oui, c'était magnifique. C'était magnifique. Il y avait, ça a été la grande époque il y avait Girardot qui en a fait, il y a Mireille d'Arc, bien sûr, et puis les Grandes Marées, Brigitte Fossel, Château des Oliviers, tout ça. Ça a été une période magnifique. Plein d'acteurs travaillaient tous les étés. C'était bien. Oui, parce qu'à l'époque, la télévision découvrait qu'à l'été, il y a des téléspectateurs et investissait dans les sagas. Oui, c'est ça. Ça a été une très très belle époque, ça. Alors, la saga de l'été, les Grandes Marées, pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas, vous aviez un mari pris en otage au Nicaragua et vous alliez vous battre pour le libérer. Ouais. Il y avait, Jacques, une distribution incroyable. Moi, j'étais mariée à Bernard Lecoq, qui se faisait donc enlever. J'avais pour amant Jean-Pierre Bouvier, qui était au Quai d'Orsay. Il y avait Patachou, Jean-Marc Thibault, Pierre Vanek, des acteurs magnifiques, distribution incroyable. Mais c'était une époque privilégiée de la télévision où on découvrait ce genre. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est une époque privilégiée. Alors, cette série a été tournée, je crois, à La Rochelle, sur l'île de Ré et à Fouras, juste en face de Fort Boyard qui débutait. Exactement. Et moi, je discutais avec les producteurs de Fort Boyard, c'est pourvu que ça marche. Oui, et vous vous rendez compte qu'à l'époque, Fouras vivotait, mais aujourd'hui, 35% du chiffre d'affaires de la ville, de la station balnéaire, c'est les produits dérivés de Fort Boyard. Ah oui, comme 7 avec DNA, c'est pareil. Exactement. Ouais. Mais ce genre de tournage, c'est quand même beaucoup de travail, de plus en plus vite, parce que les Grandes Marées, on avait le temps. La nouvelle série, ça va plus les vite. Grandes Marées, on avait l'impression qu'on tournait un film, Jacques. Oui. On restait 6 mois. Moi, quand j'ai tourné dans DNA, que j'ai adoré faire, j'ai eu 6 metteurs en scène différents en 3 semaines, avec des plateaux tournants. Ça n'a rien à voir. Et si on sait pas son texte, on est mort. Tellement ça va vite. Et tout cela, je te le donnerai. Là, ça aussi, ça a été un rythme. Non, un rythme posé, très bien dirigé, des lectures avant de tourner une scène, un travail autour de la table, très agréable. Mais en même temps, on dit toujours qu'un film, c'est un scénario. Vous l'avez constaté depuis des décennies. Oui, puis il faut aussi de la chance. Quelquefois, il y a un bon scénar, des bons acteurs, et puis ça prend pas. C'est pas qu'un bon scénar, il faut qu'il y ait une magie, je pense. Mais dans cette série, tout cela je te donnerai, il y a une magie, il y a quelque chose qui se passe parce que justement, il y a ces rebondissements policiers. Et il y a une tenue, il y a un style. Et ça fait du bien. C'est pas encore des histoires, j'ai rien contre. Moi, je fais tout ce qu'on me demande quand je peux le faire, quand je me sens apte à le faire. Mais là, c'est original. C'est un Agatha Christie. Voilà. Et effectivement, vous avez toujours été à l'aise aussi bien dans les films humoristiques que dans les séries policières. J'ai cette chance. À l'aise. J'aime, en tout cas. Et comment on fait pour justement passer d'un style à l'autre sans le moindre problème, Nicole Calfan? Parce que c'est pas si simple que ça. Il y a des comédiennes qui n'y arrivent pas. Ben moi, ça me pose pas de problème. Mes vraies difficultés sont au théâtre. Où c'est plus compliqué pour moi parce que je suis sur le trac, la peur, etc. Mais quand je suis devant une caméra, je suis comme un poisson dans l'eau. J'ai des facilités. J'ai des facilités. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, j'ai plein de camarades qui sont des très grandes actrices qui ont du mal à lire. Moi, je lis très facilement. Je n'écorche pas les mots. C'est des facilités. C'est comme ça. En même temps, il faut tenir le rythme à chaque fois, parce que c'est quand même un gros travail, une série de 6 épisodes tournés comme ça. Oui, mais Jacques, on est dans des bons hôtels. On est chouchoutés. On vient nous chercher en voiture. On nous demande toute la journée si on veut un thé avec du miel, du citron ou un chocolat chaud. On a 3 personnes qui s'occupent de vous. Le soir, on se fait des room service, on regarde la télé. Ça va. Ça va.
Et quel est le secret de votre jeunesse éternelle, Nicole Calfan? Parce que ça, tout le monde ne l'a pas. Parce que je suis connectée, je crois, je suis assez spiritualisée et que j'essaye de pas faire de mal aux gens. Peut-être que on me renvoie une lumière là-haut, je sais pas. Et puis cette série, Tout cela je te donnerai, il y a une pléiade de comédiennes de la nouvelle génération. Vous entendez parfaitement avec eux. Ben, j'étais la plus âgée cette fois-ci. Ça y est, je commence à être la plus vieille sur tout ce que je fais. Alors ça, c'est drôle, ça m'interpelle. Vraiment, ça m'interpelle. Mais bon. Ah, mais en même temps, Ils sont contents de me rencontrer. ils vous connaissent. Ils me connaissent, ils sont fiers, et moi je les materne. Donc tout va bien. Et cette nouvelle génération, est-ce qu'elle travaille comme vous? Est-ce que c'est différent, Nicole Calfan? Ça dépend où on est sur des séries qui vont tellement vite comme Demain Nous appartient. nous appartient. J'ai vu plein de petits jeunes qui m'exaspéraient un peu parce qu'ils ne travaillaient pas. Puis ils disaient je suis crevé. Ils avaient 16 ans, quoi. Mais là, dans une série comme ça, où on prend le temps, là, il faut vraiment être professionnel. On peut pas se permettre de, voilà. C'est pas le même format non plus. Non plus. Mais en même temps, il faut tenir le rythme parce que tenir 6 soirs de suite, ça passe d'ailleurs en 3 fois, je crois, à la télévision. Oui. C'est pas évident. Il faut tenir le rythme de l'histoire. Ça, c'est l'écriture. Oui. C'est l'écriture que nous servons le mieux possible. Mais l'écriture est très très bien. Et quand vous lisez ce scénario, vous avez envie de faire un scénario, pas tout de suite ou pas du tout? Vous le savez tout de suite? De le tourner ou pas? Oui. Ah oui, mais moi d'abord je lis que mon rôle. Oui. Mais non, Personne n'osera vous le dire ça. Non. Mais moi ça, je m'en moque. Je regarde. Ah oui, elle est là souvent. Oh c'est bien, elle est là beaucoup. Oh oui, ah c'est bien, puis elle est là à la fin. Donc je vois l'étendue du personnage. Et après je lis tout. Et vous êtes surprise par le scénario quelquefois? Vous avez besoin d'être surprise? Où j'aime pas du tout et je le fais pas, où je suis agréablement surprise. Et cette série, cette saga, tout cela, je te le donnerai, quand on commence le premier épisode, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Oui, je crois. En tout cas, c'est ce que les gens vont ressentir, vous allez voir. Je le pense aussi. Et l'avenir maintenant, Nicole Calfan? Je peux pas trop en parler parce que c'est secret, mais ça va être du théâtre. Voilà. Mais donc, pas de question de songer à une retraite ou de... Non. Non, moi je suis comme vous, je m'ennuie si je travaille pas. Je me morfonds. Et je suis fatiguée si je travaille pas. Vous avez des nouvelles envies de nouveaux personnages, d'autres choses? Oui, ça vient à moi. Mais il y a une chose que vous n'avez pas évoquée, en revanche, et qui m'a quittée, c'est l'écriture. J'allais en parler justement. Parce qu'on en avait beaucoup parlé tous les deux. Vous avez fait plusieurs livres et 13 et j'attends le prochain. Mais je crois qu'il viendra pas. Pourquoi? Je crois que j'ai fait le tour et c'est pas prétentieux, c'est que je serai toujours une actrice qui écrit, je serai jamais un auteur. Bon, mais on m'a proposé de faire une biographie. Je vais pas faire une biographie sur moi. J'ai déjà tout raconté, Yann, Delon, Belmondo, ou des choses que j'ai inventées. J'ai écrit 13 romans, j'en suis très fière. Pour le moment, ça m'a quittée. Vous n'avez pas envie de continuer à faire autre chose, d'écrire des scénarios? Je suis devenue un peu paresseuse. C'est la preuve, vous n'arrêtez pas de tourner. Pour l'écriture, je suis devenue un peu paresseuse. C'est un tel travail de solitaire et j'ai plus envie d'être entourée. Et donc, cette saga vous permet d'être entourée et on la découvrira, je pense, avec passion sur France 2 à partir du 7 février. Et je suis convaincu encore que vous avez de nouveaux personnages à créer. Merci, j'espère aussi. Vous en êtes convaincu aussi? Oui. Bon. Oui. Et donc, la prochaine fois sera le théâtre? Je pense. Eh bien, on vous retrouvera dans les Clés d'une vie pour en parler. Avec joie. Avec bonheur. Merci Nicole Calfan. Je rappelle que Tout cela, je te le donnerai, c'est une suite de 6 téléfilms qu'on va voir donc sur France 2 à partir du 7 février, qu'on ne manquera sous aucun prétexte, parce que quand on voit le premier épisode, impossible de lâcher jusqu'à la fin. J'en suis ravie. Merci Jacques. Merci Nicole Calfan. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.